Je voudrais tout d'abord commencer en disant quelle est la perspective avec laquelle j'ai étudié les deux partis, le Parti communiste italien et français, face à la politisation des jeunes et la contestation des années 60. Parce que pour moi, a été très important de me demander quelle était la spécificité d'étudier ces deux partis communistes, les deux partis de l'Europe occidentale plus forte dans cette période, face à une période de tension politique et culturelle. Et c'est parce que j'utilise les années 60, en particulier la seconde moitié des années 60, comme un laboratoire privilégié, comme un observatoire pour étudier l'histoire de ces deux partis. Comme ça. En étudiant ces deux partis ensemble, pour moi, il s'agit de ne pas faire une classification entre le parti le plus ouvert, le plus fermé en relation avec les étudiants, le plus stalinien ou le plus celui qui a démontré des intolérances ou des ouvertures les plus fortes par rapport à la contestation. J'utilise les années 60 et la contestation des jeunes parce que cette période de tension politique et sociale nous permet d'investiguer, d'entrer dans les dynamiques des deux directions du Parti communiste italien et français. Et alors, je commencerai pour souligner quelques éléments des années 60 qui ont beaucoup frappé les jeunes, surtout les jeunes étudiants. Nous savons que la contestation des années 60 n'est pas un argument qui concerne seulement les étudiants, mais qui concerne les travailleurs, les ouvriers. Mais en cette occasion, je vais me concentrer seulement sur la jeunesse et sur la jeunesse surtout étudiante, et je ne vais pas entrer dans la relation entre les partis et les jeunes ouvriers. C'est un argument très intéressant, mais maintenant on ne peut pas le faire. Alors, j'irais souligner que dans la société italienne et française des années 60, il y avait entre les deux, il y avait beaucoup de différences, mais il y avait des analogies que touchaient la vie et l'engagement des jeunes, surtout des jeunes universitaires, qui vivaient les contradictions des changements que le boom économique, le miracle économique italien et les effets des 30 glorieuses, comme sont définies les années de croissance économique française, avaient apporté aux deux pays. Les changements économiques avaient transformé le visage des pays, mais au-dessous de la surface, avaient laissé inaltérées des structures sociales qui étaient jugées intolérables par les jeunes. Et l'envie de liberté des jeunes se liait avec les étroitesses d'une société qui était sentie comme autoritaire, paternalistique, contre laquelle on devait se révolter. Monter les différences entre les générations, j'utiliserai une expression de Michel Vinocq qui m'a beaucoup plu, qui était pour expliquer un peu le conflit générationnel entre la mémoire des pères, la mémoire des anciens et le regard vierge des fils des jeunes. Nous avons déjà
entendu que au niveau des influences internationales, au niveau de circulation des idées, la panoramique internationale, c'est tout à fait fondamental, c'est-à-dire pour les effets du rapport Khrouchtchev, le conflit sino-soviétique, puis la destitution de Khrouchtchev et la montée de Brezhnev, le reflet de la guerre d'Algérie, de la guerre du Vietnam. Et en particulier, soit en France, soit en Italie, sont surtout les jeunes qui reçoivent ces influences, qui sont les récepteurs privilégiés du changement économique, des transformations sociales, mais aussi des influences politiques, de ce changement d'une sorte de mise en discussion du marxisme orthodoxe, si après on veut parler du marxisme hétérodoxe, et parce que dans le monde entier il y avait des conflits idéologiques et pour des raisons qui ont été beaucoup étudiées, non par moi, mais par d'autres chercheurs, étaient les jeunes qui, par conditions sociales, par conditions de famille, par conditions structurelles de temps, d'intérêt culturel, ont été plus influencés par ces tensions. Et maintenant, nous savons que les jeunes Italiens et Français, dans les années 60, ont connu une sorte de fièvre politique. On parle, pour nous, dans l'imaginaire collectif, les années 60 sont les années de l'engagement, sont les années d'une tension politique, d'une intervention dans la société. Mais comme l'écrivait en 1964 un observateur, Olivier Todd, sur le Nouvel Observateur, ce n'était pas normal en 1964 considérer que les jeunes étaient engagés dans la vie politique. En novembre 1964, le Nouvel Observateur écrivait que les jeunes étaient en train de déromantiser la politique. Le journaliste Olivier Todd écrivait en contre-courant par respect aux autres observateurs qui soutenaient que les jeunes étaient en train de se désengager, de s'éloigner de la vie politique. Il écrivait que les jeunes adhéraient moins au parti parce que les partis parce que ça a été le reflet d'une perception par les jeunes de la trahison des partis, de la trahison du système, mais que ça n'était pas un signe d'une dépolitisation, mais c'était le signe d'une nouvelle forme de faire de la politique, de déromantiser la politique. Et il écrivait, il ne s'assemble pas, mais il se rassemble terriblement, ces milliers de fragments solitaires. Et en effet, l'auteur soulignait que la diminution des cartes des partis équivalait à la perception que les jeunes avaient de la trahison des partis. Mais il disait que c'était une nouvelle forme d'engagement politique. Et comment les deux partis communistes ont réagi à ce type, ces nouvelles formes de politisation. Si on analyse l'attitude et l'orientation des deux partis avant la véritable explosion de la contestation en 68, maintenant je vais utiliser toujours l'expression 68, même si tout le monde sait que la contestation n'est pas seulement en 68.
mais on voit des situations bien différentes. Le PCF se trouva à se rapporter avec la contestation et à une opposition qui était née à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes. Et on connaît les étapes, puis dans la discussion, on peut approfondir cet argument. Mais à partir de 1962, il y a eu une opposition des dirigeants de l'USC qui, dans la composante des Italiens, qui animait la revue Clarté. Et de part de la direction du PCF, il y a eu une vraie lutte idéologique contre les Italiens et puis contre les autres tendances jugées comme néfastes. Néfaste est un objectif que les dirigeants du PCF utilisent souvent par rapport aux Italiens et puis aussi aux maoïstes et aux trotskistes. Et en fait, il s'agit d'une véritable lutte idéologique menée avec des instruments. Les documents de la direction du PCF, des comités centraux, du bureau politique, du secrétariat, nous disent que c'était nécessaire de lutter, de mener une bataille idéologique avec des instruments, avec la propagande, avec des articles sur l'humanité, sur France Nouvelle. Et ici, dans la bataille contre la composante des Italiens, on voit, on peut partir d'ici pour faire un peu l'histoire des rapports entre le PCF et le Parti communiste italien. Parce que nous savons que les Italiens étaient critiqués pour leur ligne politique dite révisionniste par rapport à la ligne du Parti communiste français. Mais puis il y avait aussi d'autres tendances, les tendances trotskistes et maoïstes. Et la caractéristique de cette période dans la direction du PCF est la mise en place de dispositifs plus ou moins efficaces pour la reconquête de l'USC. Et au début de 1966, l'Union des étudiants communistes était à nouveau dirigée par des éléments fidèles aux dirigeants nationaux. Et à la fin de 1966, le bureau politique du Parti communiste français décrivait en ces termes l'opposition qui s'était créée à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes. L'action déroulée dans ces années a permis de frapper sérieusement ces groupes anti-partis qui n'ont aucune influence réelle ni dans le parti ni au dehors du parti. Ça, c'était à la fin de 1966. Et c'est important de souligner que quand les dirigeants du parti disent qu'ils ont frappé sérieusement des groupes anti-partis qui n'ont aucune influence réelle, c'est important parce que ils disent ces groupes, et c'est une attitude qui va retourner en 68 aussi, ces groupes n'ont pas une influence réelle, ni dans le parti, ni parmi les jeunes, mais il faut les combattre. Alors, c'est d'une partie la prise de conscience d'un problème, la prise de conscience d'un danger potentiel, mais aussi un éloignement, c'est-à-dire c'est un problème, mais ce n'est pas vraiment un problème, ce n'est pas un problème concret parce que avec les instruments idéologiques, avec notre bataille idéologique, on a la force de les frapper. En ce qui concerne le Parti communiste italien, dans les années 60, il n'y eut pas une véritable lutte idéologique.
contre les nouvelles tendances politiques ou les nouvelles formes d'agitation, comme se passait pour le Parti communiste français. C'est-à-dire que la Fédération des jeunes communistes dans les années 60 en Italie avait déjà de gros problèmes d'organisation. La fédération était plus à côté de la gauche, de la direction du parti, représenté par Pietro Ingrao, mais les dirigeants même de l'époque de la fédération della Federazione della Gioventù Comunista Italiana ont souligné que oui, la fédération était plutôt à gauche, mais ils n'étaient pas vraiment contre la ligne politique, le centre représenté par le secrétaire Longo, même parce qu'ils étaient un peu, ils avaient beaucoup un sens de supériorité, les jeunes communistes aussi, par rapport aux nouvelles tendances de gauche représentées surtout par les thèses opéraïstes les thèses ouvriéristes qui étaient nées déjà à la fin des années 50 et surtout autour des revues comme Classe Stato, Nuovo Impegno, Quaderni Rossi, Quaderni Piacentini. Et il y avait des phénomènes en Italie aussi. Il y avait de gauche, il y avait la création du groupe pro-chinois, pro-maoïste, des groupes trotskistes, et il y avait une forte concentration d'intellectuels de gauche autour de revues que se posait là la question de créer une nouvelle, de faire une analyse, de proposer une analyse marxiste de la société, mais pas avec les instruments et pas avec les mêmes contenus du marxisme orthodoxe, comme il l'appelait, qui pour eux était représenté par le parti. Les dirigeants italiens étaient conscients qu'il y avait un problème de gauche. Par exemple, Alessandro Natta, en écrivant sur la sortie de la Nuova Sinistra en juin 1966, écrivait sur l'écart entre la puissance et l'aspiration des jeunes à la liberté et la diminution de participation de ces jeunes au parti de gauche. Il disait, il y a une aspiration à la liberté à la gauche, mais s'ils ne s'inscrivent pas au parti de gauche, ça veut dire que ces aspirations, ces libertés restent au niveau de l'abstraction, restent au niveau d'une renonciation à l'agir sur un plan concret. Il y avait aussi un problème, comme j'ai dit, un problème d'organisation de la Fédération des jeunes communistes italiens pour la diminution progressive d'inscrits. Ça se passait déjà de la fin des années 50. Et la Fédération des communistes dans les années 60 a une histoire qui est surtout l'histoire d'un retard de la Fédération à comprendre les jeunes. C'était la fédération même qui avait un problème de relation avec les masses des jeunes, et ça a été évident, était déjà évident en juillet 1960 pendant les journées de Genova, quand les jeunes avec les maillettes striches s'étaient révoltés contre le gouvernement.
Et donc, si la spécificité du Parti communiste français par rapport à la politisation des jeunes dans les années 60 et surtout, pas seulement, mais surtout la lutte contre l'opposition dans l'Union des étudiants communistes avec des dispositifs qui sont très clairs, qui on peut voir dans les sources que nous avons à disposition pour le Parti communiste italien. La spécificité est une attention plus faible qu'au sein du Parti communiste français au nouveau phénomène, par exemple au groupe de gauche. Et je crois que ça se... c'est pour trois raisons pourquoi le Parti communiste italien a mené une lutte idéologique plus faible contre des phénomènes de gauche que contestait, parce que le Parti communiste italien aussi contestait les phénomènes de gauche et le marxisme hétérodoxe des revues, les groupes marxistes, léninistes qui naissaient en Italie et les groupes maoïstes. Et je crois que c'est surtout pour trois raisons. Une est l'hétérogénéité des expériences qui critiquait la traditionnelle culture de gauche comme les revues. La seconde raison est que ces expériences étaient l'expression d'une minorité que n'arrivait pas à créer une véritable organisation qui mettait en discussion le rôle du parti, ça avant 68. Et puis, c'est surtout la nécessité pour le Parti communiste italien de résoudre un problème à l'intérieur de la direction du parti, parce que en fait, déjà quand Togliatti était encore vif, mais puis après la mort de Togliatti, il y avait une polarisation dans la direction du Parti communiste italien et entre une droite représentée entre guillemets par Giorgio Amendola et une gauche représentée par Pietro Ingrao. Mais il y avait un problème dans la direction qui s'était déjà manifesté en 62 pendant la conférence à l'Institut Gramsci di Rome, organisée par l'Istituto Gramsci di Rome sur les tendances du capitalisme italien, puis à Genova pendant la conférence d'organisation du parti. Alors, le Parti communiste italien avait un problème de direction. Quand le secrétaire Togliatti était le secrétaire général avant sa mort, il représentait une sorte de plan de sécurité, comme la soulignait Rossana Rossanda. Elle disait que la personnalité de Togliatti était la garantie de la composition des différentes sensibilités, de différentes lignes, aspirations politiques qu'avaient les dirigeants. Mais après la mort de Togliatti, ça a été toujours plus difficile. J'arrive à la contestation de 68. En étudiant les étapes de la confrontation du Parti communiste italien et du Parti communiste français, la première chose que j'ai notée a été
dans le Parti communiste italien par rapport au Parti communiste français, la difficulté à suivre le discours. Dans certaines périodes, si on lit les documents de la direction du Parti communiste italien, le Parti communiste italien avait un organisme qui était l'organisme de direction que le Parti communiste français n'avait pas. Et là, les dirigeants discutaient et certaines fois, les discussions sont vraiment difficiles à suivre. On comprend l'argument, on sait qu'on est en train de parler de la contestation des jeunes, de l'occupation des facultés, des universités, mais on a beaucoup de difficultés à comprendre où est-ce que les dirigeants vont porter le discours. Ça, c'est une différence très importante, selon moi, à mon avis, entre les sources du Parti communiste italien et français par rapport à la contestation des jeunes en 68. Par exemple, les dirigeants du Parti communiste italien commencent à parler de l'occupation de l'université et puis arrivent à parler des militants des fédérations, arrive à parler de l'accélération du moment du capitalisme, arrive à se confronter sur des questions fondamentales pour la ligne politique du Parti communiste italien. Mais si on veut faire une distinction entre les différentes étapes vécues par le Parti communiste italien en relation avec l'explosion du mouvement étudiant, on peut parler de trois étapes. Il y a une première phase qui va de septembre 67 jusqu'à décembre 67. C'est un an académique, un an universitaire, pendant lequel les dirigeants ont démontré une confiance assez forte dans le contrôle du mouvement, le contrôle de ce qui se passait dans les universités. Et ils ont utilisé le mouvement contre le gouvernement de centre-gauche. Et même les dirigeants qui après ont démontré une attitude et une orientation hostile à la direction du parti, comme le futur groupe du manifeste. Même ces dirigeants étaient de la part du parti, de la part des dirigeants du comité central de la direction du parti. Rossana Rossanda écrivait en 67 que les communistes étaient les seuls, le Parti communiste était le seul qui avait compris que ce qui s'y passait dans l'université était une nouvelle forme de protestation des jeunes contre le gouvernement et contre tout le système politique. Et après, on peut voir une seconde phase qui va de janvier jusqu'à juin 68. Et ici, c'est la confusion au sein du Parti communiste italien, c'est vraiment la confusion parce que, à mon avis, les sources consignent l'image d'un parti qui ne sait pas la direction à prendre. J'ai déjà dit que les discussions nous donnent l'image
d'une fragmentation très forte, mais pas d'une polarisation véritable entre la droite et la gauche à l'intérieur de la direction des partis, mais vraiment c'est une sorte de confusion parce que il y a un mélange d'arguments, il y a un mélange de thèses sur l'opportunité de parler du pouvoir étudiant, sur l'hégémonie du parti, sur l'organisation du parti, sur la spontanéité du mouvement. C'est vraiment une période de faiblesse du parti. Et ça s'est passé jusqu'à juin 68. Et après l'intervention de Luigi Longo sur l'hebdomadaire du Parti communiste italien Rinascita, après qu'il avait rencontré des étudiants qui appartenaient à la gauche du mouvement, il y avait des étudiants qui étaient sortis par la Fédération des jeunes communistes et il les a rencontrés. Mais il a ouvert, Luigi Longo a ouvert à partir de ce moment une nouvelle phase parce qu'après le rendez-vous avec les étudiants, était clair que l'enjeu était sur la ligne politique du parti. Alors il y a eu une période de confiance du parti dans le contrôle du mouvement. Puis il y a eu une phase de confusion que j'appelle de faiblesse du parti en relation à la direction que le parti même devait prendre en relation avec les étudiants. Et puis, après l'intervention de Longo, était clair pour le mouvement et pour les dirigeants du parti aussi que le discours était sur la ligne politique du parti. Et c'est à partir de ce moment que les dirigeants commencent à expliciter le fait qu'il y avait deux lignes politiques à l'intérieur du Parti communiste italien jusqu'à arriver au congrès de février 69. En ce qui concerne le Parti communiste français, les dirigeants en relation avec le mouvement de 68 ont toujours démontré des caractères spécifiques, c'est-à-dire la volonté de démontrer la justesse de la ligne politique du parti, de démontrer que la ligne politique du parti en rapport aux étudiants avait déjà été élaborée, donc que les décisions n'étaient pas prises jour par jour, mais qui était le produit d'une élaboration forte et que il y avait un fond qu'il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas d'incertitude. Ça, c'est le caractère que je souligne le plus par rapport au Parti communiste italien au sein du Parti communiste français, parce qu'il y a, à mon avis, une volonté de construire une image de fermeté du parti, de justesse de la ligne du parti par rapport au mouvement des étudiants, à la masse des étudiants et de l'autre partie au phénomène de gauche. Et il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de dates importantes. Il y
y a des passages fondamentaux comme la contestation de Pierre Jouquin à Nanterre, quand Pierre Jouquin devient le petit lapin de Nanterre, quand il fut contraint à sortir par la porte de service de la fac parce qu'il avait été oué par les militants, les maoïstes. Puis il y a l'article, le fameux article de Georges Marchais sur la nécessité de la lutte sur les deux fronts, mais surtout quand il appela Combendit d'anarchiste allemand. Mais ça c'est important parce que nous dit quelque chose sur le parti. Parce que, à mon avis, ce n'est pas très important de dire Georges Marchais a écrit avec des mots très durs contre l'anarchiste allemand Combendit. L'important, c'est de voir ça à l'intérieur du processus de la direction du PCF par rapport au mouvement. Par exemple, en se souvenant que le contenu de l'article de Georges Marchais avait été concordé avec, dans la précédente réunion du secrétariat, même si les dirigeants avaient décidé de le faire sortir avec un autre article. Je vais terminer en disant que dans le Parti communiste français, on peut voir encore deux passages que dans le Parti communiste italien sont moins évidents par rapport à la contestation. Il s'agit de la gestion de la dissidence. Il y a eu des 3 moments, à mon avis, de dissidence à l'intérieur du Parti communiste français pendant la période de 68. Elles ont été les démissions d'André Bergenet par le Centre d'études de la CGT, puis la lettre de 36 intellectuels communistes, et puis les articles de Roger Garaudy et Louis Aragon. Mais le Parti communiste français a mis en place des dispositifs de gestion de la dissidence, et même après, et s'il y aura le temps, on va en parler, de réélaboration de cette dissidence, réélaboration de ce qui s'était passé en mai-juin 68 pour construire l'image d'un parti qui n'avait pas été qui n'avait vraiment connu une dissidence parce qu'avait mis en place une lutte idéologique et un dispositif de contrôle qui se basait sur la justesse de la ligne politique du parti.